Ah, la douce folie. D'abord elle étreint le cœur, puis l'âme. Elle plonge ses hôtes dans l'irréel et le monde des cauchemars. C'est exactement là que nous nous rendrons ce soir d'ailleurs, dans le monde des cauchemars. Comme à mon habitude, je me dois de vous prévenir de la violence des propos et des images qui vous seront narrés. Âmes sensibles s'abstenir. Pour les autres, pour toutes les autres âmes, particulièrement celles qui souhaitent connaître le vrai frisson de la folie, la seule liberté qu'il soit, je vous invite à vous installer confortablement. La descente vers la bouche des enfers de l'âme humaine sera brutale et sanglante. Tout ce que l'on aime, n'est-ce pas ? Allez, profitez bien, chers amis. Ce n'est pas tous les jours la fin des mondes. À tout à l'heure. J'espère. Introduction. Nous sommes exactement 3 mois avant le début de l'affaire des Moulins. La gare du Nord est plongée dans un silence époustouflant en cette nuit chaude, et seuls les battements d'ailes des pigeons résonnent contre les armatures de fer et de zinc. Jean-Emmanuel se tient sous l'arche de l'entrée principale, sa pipe à la main. Il porte un grand veston sombre et un beau chapeau noir de feutre. Il regarde nerveusement sa montre à gousset et scrute l'horizon impatiemment. Il attend quelqu'un. De longues minutes passent ainsi dans la noirceur de la nuit parisienne. Puis, enfin, une silhouette apparaît. Silencieusement, comme un fantôme égaré, l'ombre se dessine. Il s'agit d'un homme d'une 40aine d'années, habillé humblement. Son visage est dur, marqué par la violence de sa vie, et une belle moustache cirée lui éclaire le visage. « Jean-Emmanuel » dit l'homme avec un fort accent russe. « Lui-même » répond Jean-Emmanuel, et il lui tend la main. Le Russe lui tend la main à son tour, ajuste sa moustache et reprend. « J'ai le document que convoite votre supérieur. » Il s'arrête un instant, plonge son regard dans celui du Français, marque un temps, puis reprend. « Vos valeurs sont les miennes, camarades. Je me dois de vous prévenir de la dangerosité de celui pour qui vous travaillez. Son orgueil le poussera à commettre les pires bassesses de l'humain. Il finira par vous trahir. Vous êtes un homme du peuple, comme nous. Vous pourriez travailler avec nous, plutôt que de servir ce diable. »« Je vous remercie, » répond Jean-Emmanuel Pierre, « pour l'avertissement. Mais je vais avoir du mal à le considérer plus dangereux que nos chers généraux. » Il marque une pause, puis il lui rend un regard chaleureux. « En tout cas, il est rassurant de savoir que l'être humain n'a pas encore complètement perdu l'esprit, camarade. J'ai bon espoir pour l'avenir de l'Est de l'Europe. » Sur ces mots, l'homme sourit puis reprend, sur un air froid et sérieux. Tôt ou tard, Thomas sera amené à sacrifier ses sujets pour préserver son secret, sa vraie identité. Vous le savez, il l'a déjà fait par le passé. Puissiez-vous connaître un meilleur sort. Puis, il remet enfin un porte-document en français. Celui-ci est couvert par une reliure en cuir, mais laisse apparaître quelques lettres en russe. Le transfert effectué, le fantôme de Paris s'apprête à retourner dans les ténèbres de la nuit noire, fait demi-tour, mais s'arrête soudainement. Il se retourne, observe la pipe froide du Français et dit « Moi, c'est le tic-tac de ma montre. » Observant la gêne du Français, il reprend. « C'est ça qui me rappelle que je ne suis plus dans ce cauchemar. » Écran noir. Acte 7. Everything is possible. Nous nous retrouvons dans les sous-sols de l'hôpital psychiatrique de Brest pour changer, dans les ténébreux boyaux humides et un couloir lugubre. Il est difficile d'apercevoir les mines fatiguées et inquiètes de nos enquêteurs dans cette pénombre lourde, mais c'est Jean-Emmanuel que nous apercevons en premier. Une main profondément enfouie dans sa poche de veston a trituré sa pipe. Il fait face à la rangée de portes métalliques blindées portant des numéros et à l'horreur des conditions d'internement de ce sous-sol. Il n'y a toujours aucun bruit, si ce n'est le ruissellement des eaux de pluie qui s'infiltrent dans la pierre mousseuse, et cette sensation étrange d'être observé et épié. Les gouttelettes d'eau, en tombant sur les pavés défoncés, résonnent et semblent murmurer des secrets. Il semble à Jean-Emmanuel que des voix s'éveillent dans la pierre. Mais ce n'est que le vent. Ce n'est que le vent, n'est-ce pas, Jean-Emmanuel ? Il prend alors une forte inspiration, regarde derrière lui pour s'assurer qu'il n'est pas seul, puis il avance prudemment. Il avance dans le long couloir lugubre dépassant le père Rochereau et le gentilhomme qui, d'ailleurs, est devenu bien muet depuis qu'il a découvert l'effroyable sous-sol. Très vite, Jean-Emmanuel ne voit plus son collègue, mais seulement les nombreuses portes métalliques de chaque côté du couloir. Pas un bruit. Oh, attendez. La 9e porte. Son verrou est défoncé. Il a été forcé. Sa porte est entr'ouverte. Henri-Joseph Rochereau coupe inconsciemment les pensées de Jean-Emmanuel et, comme pour briser ce silence de mort sur le chemin, il demande à M. Félicie «
C'était donc votre frère qui fut interné ici même. » Il continue sa route et, après avoir perçu ce verrou brisé, décide de se diriger vers ce dernier, en gardant sa cadence, sans accélérer ni ralentir, tout en observant les moindres détails autour de lui, les portes, murs, plafonds, tout cela afin de savoir où il met les pieds. Oui, Lucien, Damien, c'est ça, répond monsieur Félicie, en tâtant les murs afin de ne pas trébucher. Le père Rochereau s'engouffre enfin dans la 9e chambre du sous-sol. La 9e chambre est dans un état de délabrement sidérant. Sa porte est totalement rouillée et infestée de punaises et cafards. Son verrou a sauté et une flaque d'eau épaisse et verdâtre sort légèrement depuis l'interstice de la porte. À l'intérieur se trouve une petite chambre clairement abandonnée, dans un état d'insalubrité avancée. Un lit en métal, rouillé, trône au milieu de la petite pièce qui dégueule de lasseaux d'eau opaque et verdâtre. L'odeur y est insoutenable, une odeur de fer, de moisissure et de pierre froide. Le mur de gauche de la petite pièce est recouvert de dessins et de poèmes. De jolis oiseaux y ont été peints à l'encre ou à la craie, et des poésies ont été inscrites. Un nom aussi revient sans cesse, gravé sur le mur de pierre. Mathieu. Enfin, une petite commode, tenant à peine debout, se trouve à droite du lit. Quelques bibelots couverts de mousse y reposent. Nous reviendrons vers eux dans quelques instants. Tout en haut du bâtiment, au dernier étage, Madame Claude est encore sur le porche de la porte de la chambre de la petite Marie Desmoulins et écoute les derniers mots du médecin à la jeune sœur. « Je suis désolée, ma si petite, je suis désolée. » À quelques mètres seulement se trouve Andrew qui titube, se tient contre la porte d'une chambre pour retenir ses haut-le-cœur et ses vertiges. Sa poitrine se tord et gonfle, il manque d'air et répète « Je dois sortir, je dois sortir !» Soudain, ils sont tous deux surpris par des battements terrifiants provenant des chambres de l'étage, des coups en chœur, d'une synchronisation parfaite. Les patients tambourinent et chantent à l'unisson « Bestiaux, bestiaux, bestiaux !» Andrew McEwans sursaute violemment, jetant ses regards en tous sens comme une bête traquée. « Cette maudite guerre est sans fin, reprend-il. Voilà la pensée qui tourne en rond dans son crâne. Ce terme, bestiaux, il a l'impression de le connaître, il l'a déjà entendu. » Madame Claude, encore sous le choc de la scène sanglante à laquelle elle vient d'assister dans la chambre, et qui n'est pas sans lui rappeler une autre scène sanglante dans une autre chambre, pourtant bien plus chic, elle sent que ses nerfs sont proches de flancher, ses genoux flagellent, son estomac se bat pour retenir le copieux déjeuner de ce matin, et une vague intense de fatigue déferle sur son esprit. Et ce n'est qu'à cette cacophonie angoissante et sourde qui monte à l'étage qu'elle doit ne pas s'effondrer contre le mur. Elle aperçoit l'ombre d'Andrew qui titube vers la sortie et décide de l'attendre pour l'attraper en vitesse par le bras et l'entraîner à sa suite vers les étages pour aller voir ce qui a démarré cet orchestre funèbre, en lui disant « Allons Andrew, nous aurons tout le temps de nous apitoyer lorsque nous serons sortis de cet enfer. Courage, venez, partons de cet enfer !» Tandis qu'il est en proie à une violente crise d'angoisse, Andrew se laisse empoigner par la très convaincante et puissante Madame Claude qui entend l'Écossais répéter « Bestiaux, j'ai l'impression de le connaître. » Ils dévalent tous deux enfin les escaliers qui semblent peu à peu se dérober sous leurs pieds, devenir mous, gluants, comme une boue généreusement arrosée. Aussi, voilà qu'ils passent un étage, puis deux, puis trois, 4, 5. L'escalier semble sans fin, les murs semblent fondre, jaunir, le crépi du plafond s'écharpe et tombe comme une neige craquelante sur leur visage. Andrew continue à balbutier. « Je le connais, bestiaux, b. » Ils arrivent enfin au rez-de-chaussée. Le sol y est aussi mou que dans l'escalier, comme du sable mouvant. Les aiguilles de la vieille horloge du hall d'entrée semblent totalement détraquées, surréalistes même. Elles tournent à une vitesse anormale, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour s'arrêter à 19h et sonner gravement. La porte d'entrée est ouverte. Le vent et la pluie s'y engouffrent. Mais nous reviendrons vers eux dans quelques instants. Dehors, la situation se complique dramatiquement pour M. de Jonzac. La migraine est devenue infernale. Sa tête est frappée de coups comme si quelque chose essayait d'en sortir et battait la porte crânienne dans l'espoir de s'en libérer. Incapable de rester debout à cause des vertiges de plus en plus violents, nous le retrouvons à genoux sur les pavés trempés de la cour. Les quelques arbres encore debout sont balayés par des vents monstrueux et la pluie s'écrase sur la bâtisse et sur le veston hors de prix du notable avec rage. Nous nous sommes trompés. Ce n'est pas qu'une simple pluie bretonne, c'est une tempête qui se lève avec férocité sur l'ouest de la France. Des feuilles mortes et des détritus voltigent ici et là dans la cour. Les volets sont battus à la mesure des rafales. Le pauvre policier Émeric, bien sot et impuissant, tente de calmer ce qui lui semble être un simple malaise en tapotant bêtement et maladroitement
le dos de Pierre-André de Jonzac. Mais celui-ci sue à grandes gouttes, il est devenu pâle comme la neige. Ses yeux sont devenus intensément globuleux et vitreux, et une plaque très écailleuse lui apparaît sur le cou. Pierre-André n'entend plus rien de l'extérieur, si ce n'est les murmures infernaux emportés par le vent qui semblent répéter « Rejoins l'océan, rejoins l'océan ». Sa vision est troublée, ses pensées incohérentes. Il lui semble percevoir l'imperceptible, chaque atome composant la pierre, chaque élément et enfin apparaître une silhouette obscure au bout de la cour. Celle-ci porte un grand chapeau, tout fait d'ombre, comme le reste de son corps. Il est dos à Monsieur de Jonzac, mais sa voix porte jusqu'à lui, car le vent la ramène, inlassablement, pour que le notable l'entende. « Everything is possible now. It's time. » Monsieur de Jonzac reste à genoux sur les pavés. La pluie et le vent sont loin maintenant, et en même temps le submergent. Tout se confond dans son esprit et les pensées se succèdent à mesure qu'il se gratte ce maudit coup. La malle au centre du grenier de cette pauvre maison bretonne, les rencontres avec Thomas, la propriété de Jonzac et sa large allée de platanes, les chais si bien entretenus, les sourires lors du contrat signé avec le ministre de la Guerre en 14 pour approvisionner les officiers, ses voyages en Amérique du Nord et la rencontre avec les sauvages, les bancs de l'université, ce dessin qu'il montre à sa mère et qui demande quel est cet animal avec ses tentacules. Tout cela forme un chaos incontrôlable et terriblement oppressant. Un cri lui échappe, de douleur et de terreur. Il regarde cette forme apparue dans la cour et tente de tituber vers elle. Il gratte son cou encore plus intensément. La douleur et la terreur s'accroissent. Il lance un cri de supplice à cette ombre. « Aidez-moi! Aidez-moi, je vous en prie !» Monsieur de Jonzac avance péniblement en titubant vers l'ombre. Son cou saigne à présent, abondamment. Il ne l'a pas remarqué, mais il gratte si fort qu'il s'est ouvert assez profondément. À mesure qu'il s'avance vers la silhouette, la cour de l'hôpital semble s'allonger, devenir infiniment plus grande, infranchissable. La silhouette de l'homme à quelques dizaines de mètres seulement semble, comme un mirage, s'éloigner à mesure que le notable s'avance. « Aidez-moi, aidez-moi » répète-t-il, et la voix lui répond « Les as-tu aidés, toi, ceux-là qui agonisaient dans des trous ?» À ces mots, comble de surréalisme et de folie, la cour de l'hôpital se transforme totalement. Elle s'est transformée en effet en champ de bataille, en un clin d'œil. Les pavés ont laissé place à une boue gluante et à de nombreux cratères gigantesques. Des balles sifflent autour de lui, ricochant sur les lampadaires et s'embrasant en embrassant l'air. Des détonations et des explosions se font entendre tout autour de lui. La bâtisse, à droite, s'est transformée en une gigantesque maison bourgeoise que Madame Claude, qui vient tout juste d'arriver, reconnaît aussitôt. Il s'agit de sa maison familiale. La grande porte d'entrée a été défoncée, les fenêtres explosées. Des centaines de documents, feuilles et carnets voltigent et sont dégueulés des fenêtres de la porte. Du sang aussi s'écoule de l'entrée. La bâtisse, à droite, a été remplacée par une ruine, sans doute une chapelle encore fumante. Devant elle, un cratère monstrueux, extrêmement profond. Dans ce dernier, gît un char d'assaut de l'armée royale anglaise. Son blindage est criblé d'impacts et fume grossièrement, et il se trouve presque totalement englouti sous une boue épaisse. On peut entendre les hurlements du métal glissant dans la bisse et observer que le char s'enfonce lentement dans la boue. Quelqu'un semble frapper à l'intérieur, cogner de toutes ses forces pour en sortir. Bam! 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 Le toit du char est frappé mais personne ne vient, et le monstre d'acier s'enfonce peu à peu. Au milieu de la cour, enfin, une gigantesque araignée noire qui dégueule une épaisse glu visqueuse sur le champ de bataille semble observer Monsieur de Jonzac, avec ses nombreux yeux monstrueux. Ses pattes s'enfoncent dans la boue et les balles la traversent comme une simple fumée. Enfin, au bout de la cour, dans les ténèbres et la brume, la silhouette de l'homme au chapeau, toujours de dos, fait face à la mitraille sans broncher. Mais nous reviendrons vers tous trois dans quelques instants. Au sous-sol, Jean-Emmanuel Pierre décide d'examiner les murs de plus près. Il y observe de nombreux dessins, en effet, comme de jolis oiseaux, ainsi que des poèmes originaux. Une date aussi, qui revient sans cesse. 1909. Eh bien, j'ose espérer que votre frère Lucien, enfin Damien, n'a pas séjourné ici pour longtemps, reprend le père Rochereau à l'intention du gentilhomme. En tous les cas, il semblerait que l'intégrité de l'humanité soit au plus bas dans cet établissement. J'ai le sentiment qu'ils font tout, sauf chercher à soigner les patients ici. Pourquoi interdire l'accès à ce niveau à votre avis, monsieur Félicie ? Mais le gentilhomme ne répond pas. Il est resté dans le couloir et dit « Y a quelqu'un ? Bonjour ?» « Excusez-moi, je ne vous vois pas, monsieur. » Puis, les deux enquêteurs entendent un claquement métallique sourd.
une chaîne ou une porte. Voyant qu'il ne l'a pas suivi à l'intérieur de la chambre, le père Rochereau se place à l'embrasure de la grille servant de porte et jette un œil dans le couloir pour voir ce que fait M. Félicie. Il y a quelqu'un en face du gentilhomme, mais celui-ci ne semble pas le voir, juste l'entendre. Un homme blanc comme un linge, la bouche ouverte semble-t-il démise, dégueulant des filets de bave jusqu'à ses pieds nus, observe le notable avec un regard vitreux et globuleux. Il traîne ses immenses pieds sales et écorchés sur les pavés abîmés du couloir, et les frottements de sa peau sur la pierre humide est un supplice dans cette obscurité morbide. Sur sa cheville gauche, on peut y observer une grande chaîne le reliant à sa chambre. Sa bave, enfilant, jusqu'à ses genoux siffle. Il est grand, mais courbé, extrêmement maigre, et son crâne est couvert de plaques écailleuses et blanches, et les quelques cheveux qui lui restent sont plaqués par la bave sur son visage terrifiant. Il marmonne des choses qui feraient perdre le sens commun à leur latin. Puis enfin, il s'arrête à quelques mètres des enquêteurs, ses genoux courbés, son abdomen creux, son corps ballottant d'avant en arrière comme si les légers courants d'air pouvaient le faire chavirer. Enfin, il balbutie tout en crachant des lassos de bave immonde. « Père, papa, s'il te plaît, enlève le mal. S'il te plaît, papa, enlève le mal. Je suis dangereux, papa. Je n'arrive plus à le contrôler. Papa, s'il te plaît, j'ai fait une grosse bêtise. Enlève le mal. » Le père Henri-Joseph reste figé sur place l'espace de quelques secondes, puis, d'un réflexe éclair, il sort son chapelet et le tend vers cet homme émacié. « Que vous est-il arrivé ? Quel mal vous ronge, mon pauvre ? » ?»« Papa, je suis le père de nombreuses personnes, mais également celui de personnes. Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre chambre ? » ?»« Papa, j'ai fait une grosse bêtise. Ne me punis pas. Pas le bestiau, je t'en prie. Pitié, papa. » Le père Rochereau s'approche doucement de ce pauvre homme, prend un ton plus calme et bienveillant, puis, tout en gardant quelques mètres de distance, lui demande « Quel est votre nom, monsieur ?» Plus il s'approche, plus le père Rochereau remarque que sa peau est écaillée comme celle d'un poisson. De chaque côté de sa gorge, il semble même que des entailles lui étaient infligées, comme des bronchies. « C'est moi, papa. Thomas. J'ai fait une grave bêtise, papa. »« Thomas ? Et de quelle bêtise parles-tu ? » ?»« J'ai mangé le grand Louis. » En entendant tout ce remue-ménage, Jean-Emmanuel Pierre se rapproche de la porte pour essayer de suivre la conversation. Les murs du couloir semblent trembler soudainement, vibrer sans n'émettre aucun son. Le gentilhomme n'est plus là. Jean-Emmanuel observe le prêtre parler seul dans le couloir tandis que les murs et le plafond disparaissent peu à peu pour laisser place à un immense champ de bataille. À la gauche, à la place de la première rangée de chambres, des tentes, des hurlements aussi, des silhouettes d'hommes qui se font amputer, du sang partout, on crie « Maman, pitié, à l'aide !» Côté droit, une petite église de campagne, modeste, perdue dans les bois. Nous reviendrons vers eux dans quelques instants. Dehors, l'immense araignée fait face à Monsieur de Jonzac et crache sa toile visqueuse sur son chemin. Le notable s'y prend, s'y colle, s'y englue, piétine et peine à rejoindre la silhouette. Derrière, le policier Emmerich, stupéfait par les apparitions, s'exclame « Pitié, pas encore. Nous devons trouver le père Dagon, au plus vite !» Il se retourne, s'apprête à partir vers l'intérieur du bâtiment quand une balle siffle et lui transperce la mâchoire. Cette dernière s'arrache dans la violence du coup. Les bouts d'os, de chair et de sang éclaboussent les visages stupéfaits d'Andrew et Madame Claude. Le jeune policier reste un moment figé. Une gerbe de sang dégouline de sa mâchoire arrachée à mesure qu'il perd chacune de ses dents déchaussées. Il balbutie difficilement. « Papa, papa !» Puis une nouvelle balle hurlante lui transperce le crâne et son corps s'effondre lourdement sur le sol. Figée par la stupéfaction de cette nouvelle mort, arrivant devant elle, Madame Claude, et par le spectre de son ancienne vie en fond, reste de longues secondes hébétée face au cadavre du policier. Le temps semble se suspendre. Glacée jusqu'aux os et transie de peur, elle ne peut que balbutier à Andrew. Il est mort ? Andrew se jette à couvert derrière un pan de mur effondré. Ses réflexes conditionnés par la guerre prennent le dessus. Il ne comprend rien de ce qui se passe, mais une chose est sûre, que cet endroit soit réel ou non, les balles sifflantes, elles, sont bien réelles. Il dégaine son pistolet, retire le cran de sûreté et cherche l'origine des tirs depuis son couvert. De son côté, M. de Jonzac essaye de continuer à avancer vers la forme. Les événements extérieurs, l'araignée géante, la succession de souvenirs constituent une folie parfaite dans laquelle il plonge. Mais non, tout ça est impossible.
Il doit se reprendre. Il est Pierre-André de Jonzac. Le contrôle de soi est une de ses valeurs principales. Il doit regagner sa lucidité. Tout ceci n'existe pas, c'est impossible. Que lui arrive-t-il ? C'est à cause de Thomas, oui. Oui, c'est sûr, c'est à cause de lui. Comment a-t-il pu lui faire ça à lui ? Un illustre de Jonzac ? Non. Il ne peut accepter cela, non. Il essaye de profiter de ces petites éclaircies de lucidité pour se débattre de la toile, pour s'abandonner à la colère et fondre sur la forme. C'est elle, cette silhouette, la responsable. Et il en est sûr. Il doit l'arrêter. « À l'aide ! Help ! Help !» entend Andrew depuis le char, prisonnier du cratère. Le mouvement brusque d'Andrew fait reprendre ses esprits un instant à Madame Claude. Elle connaît les limbes de la drogue et les effets des vapeurs d'opium, et tout ceci, bien que différent, lui évoque que trop les songes dangereux et terrifiants des substances. Elle rampe rapidement jusqu'au cadavre de l'officier pour tester la véracité et la matérialité de sa mort. Monsieur de Jonzac continue à avancer à travers le No Man's Land. Des explosions retentissent juste à côté de lui et soulèvent la terre et couvrent l'horizon d'un nappage noir et opaque. Lui, qui n'a pas connu le champ de bataille, est horrifié par le nombre de corps de plus en plus importants à mesure qu'il avance. Il piétine des tripes, des crânes qui se fissurent sous sa botte, des corps déchiquetés semblent gémir, des corps et encore des corps partout. La gigantesque araignée au-dessus de lui continue de cracher sa toile et, à mesure qu'il avance, il s'y prend, s'y enroule, il colle son veston, ses bottes, sa peau. À mesure que le notable continue son avancée et s'empêtre dans cette toile immonde et visqueuse, celle-ci se transforme, devient solide, griffante, dure, pinçante, puis tranchante. Monsieur de Jonzac est en fait en train de s'avancer dans des barbelés épais et tranchants. Sa jambe est totalement prise dans le bourbier d'acier. 2 de ses doigts sont restés accrochés 2 mètres avant dans les filets de fer. Du sang est répandu partout. Sa poitrine et sa tête sont tailladées, mais pire, son veston est déchiré de toutes parts. Andrew se tourne lentement vers le char, repensant brièvement au journal trouvé auparavant. Puis il se rend compte avec effroi, avec stupeur et horreur, que la voix qu'il entend à l'intérieur du monstre d'acier n'est tout autre que la sienne. En bas, au sous-sol, toujours dans une logique thérapeutique, le père Henri-Joseph Rochereau s'approche de ce Thomas très doucement, en pointant son chapelet entre lui et le pauvre homme. Puis il rétorque : « Tu as mangé le grand Louis ? Quand ? Et comment as-tu pu faire cela, en étant fermé ici ?» De son côté, en tremblotant, complètement confus, Jean-Emmanuel Pierre sort sa pipe et commence à labourer, ce qui n'est pas évident, car il garde son scalpel en main. « Il est venu me donner le remède, papa, mais je ne voulais pas. Je ne veux plus souffrir, papa, s'il te plaît, guéris-moi. » Et il commence à devenir particulièrement tactile, envahissant, accrochant la soutane du prêtre fermement avec ses mains et en tirant jusqu'à lui, en disant « Papa, s'il te plaît, papa !» Le père Rochereau l'attrape par le col, lui plaque son chapelet au niveau du plexus solaire d'une main et le bloque contre le mur de l'autre. « Si tu veux que je te guérisse, commence par m'obéir et reste immobile contre son mur. Puis, mets-toi à genoux et joins tes mains. » Le pauvre fou pleure, s'est visiblement uriné dessus, il tremble, bave frénétiquement et se cache le visage avec ses bras en répétant « Papa, non, papa, s'il te plaît, papa !» De son côté, Jean-Emmanuel aperçoit depuis les tentes vaporeuses à sa gauche des sœurs et des médecins s'agiter, des pieds et des bras entassés dans des seaux, le bruit abominable des scies découpant les os des pauvres malheureux. Puis, la porte se ferme et il se retrouve enfermé dans la chambre 9, seul. Celle-ci est totalement changée maintenant. La pièce est devenue immense, poussiéreuse, mais épargnée par l'humidité. Il semble que cette salle soit fréquentée assez souvent. On y voit des traces très claires de bottines, de nombreux papiers, documents, classeurs et piles de journaux. Des instruments aussi, et de nombreuses caisses en bois et étagères. Enfin, au bout de la pièce, éclairée par une lampe blanche très faible, un aquarium, plutôt massif, où de très grands poissons d'eau de mer évoluent dans un silence paisible. Jean-Emmanuel essaye désespérément d'ouvrir la porte, mais celle-ci est totalement bloquée. Elle ne s'ouvre pas. Il allume sa pipe, et elle a un goût incroyable, superbe. Le goût d'avant, le goût de la paix. Tout est calme dans cette pièce. C'est finalement mieux sans les autres. Elle est agréable, parfumée. Tiens, il y a un joli coffret sur une commode. Quelle distinction. Nous retrouvons le père Rochereau dans le couloir, face au pauvre homme complètement fou qui venait de s'uriner dessus. Les dernières lumières se coupent soudainement dans un énorme claquement métallique. Aussitôt, tout le bâtiment se secoue
Les portes de métal sont fracassées par un tambourinement infernal. Des cris surgissent aussi à l'unisson. Les voix de la folie, les voix des profondeurs les plus obscures de l'âme qui résonnent et chantent « Bestiaux! Bestiaux! Bestiaux !» Puis, à peine une seconde plus tard, le prêtre sent un objet froid métallique lui entourer le cou avec une force monstrueuse. Peut-être un fil, un câble, pas le temps. Celui-ci se serre si fort, s'enroule. Quelqu'un est derrière lui. Quelqu'un serre, quelqu'un tord, tourne, enfonce. Le câble embrase la peau, déchire la chair. Le mal est infâme, la douleur impitoyable. Mais plus d'air, pas d'air. Non, il ne peut plus respirer. Les poumons sifflent, son corps se tord, tente de lutter, de se débattre, de s'échapper de la prise. Ses doigts tentent aussi de se faufiler entre le fil de fer et la gorge, mais la force est maintenue, elle est trop grande. L'obscurité devient peu à peu plus terne encore. Il n'y a pas d'air. Il sent du sang couler jusqu'à sa poitrine, qui ne se gonfle plus qu'avec difficulté et en sifflant. La bouche est sèche, sa langue couverte de sang. Sans doute se l'est-il mordu. Il entend « Tu es aussi violent que moi, aussi fou et aussi mauvais. » Le corps lâche, chaque muscle asphyxié abandonnant la lutte, et le prêtre s'écroule. Les bruits sont feutrés, s'éteignent dans l'obscurité pleine. Pas de Dieu à l'attendre, pas de main angélique, pas de lumière, pas de paix, juste le besoin vital de respirer. Mais l'air entier a été ravalé par la folie. Mais le prêtre respire encore, je crois. Dehors, sous les balles hurlantes, Andrew s'approche doucement. Il manque de glisser à son tour dans l'immense cratère. Mais il s'approche de cette machine d'acier, de ce tank anglais. Ça tambourine si fort, il entend « Help me, please, help !» C'est la voix d'un homme en détresse, sans force, blessé, asphyxiant. La voix d'un jeune Écossais. La voix d'un jeune homme qui meurt. Sa propre voix. La trappe s'ouvre soudainement. Une main grippe le col d'Andrew par le veston et le propulse à l'intérieur de la machine d'acier. Il y fait noir. Il y a des choses gluantes à l'intérieur. Des corps aussi. Qu'est-ce que... On brise une allumette qui éclaire brièvement la scène. Il y a un corps déchiqueté qui a été dévoré. Andrew fait face à lui-même. Un Andrew amaigri, au bord de la mort, qui lui dit « Nothing is possible. This is only darkness. » En touchant le cadavre bien trop réel à son goût, Madame Claude commence à douter que ce qui l'entoure soit seulement des illusions. En levant la tête, elle voit Andrew et de Jonzac, semblant en proie au même cauchemar collectif. Le doute fait chemin en elle, quand soudain, les derniers mots de l'officier lui reviennent en mémoire. Aurait-il bien dit le père Dagon ? Tout ceci aurait-il un lien avec ce Dragon Project qu'elle a volé au péril de sa vie pour Thomas il y a quelques mois ? Mais dans quoi Thomas les a-t-elle encore embarqués ? Et ce père Dagon, est-ce que ça peut être Henri, ainsi proche de Thomas ? Certaine qu'il en sait bien plus que tous, elle fulmine sur place d'avoir été laissée autant dans le flou sur cette affaire. Furieuse contre Thomas et le père Rochereau, elle se redresse déterminée à retrouver ce fumier d'Henri pour lui demander des comptes. Elle hésite tout de même quelques instants à récupérer ses deux compères. C'est vrai que de Jonzac a l'air mal engagé. Elle tâte dans ses poches à la recherche d'un couteau, mais elle ne trouve rien. Par terre, un bout de barbelé. Elle l'empoigne. Oh, et puis merde, elle n'est pas un héros de guerre. Et si elle veut jouir de sa prime, il vaut mieux qu'elle reste en vie. Elle appelle Andrew à grand renfort de cris. « Andrew, nous devons absolument retrouver Henri, venez !» Et s'engage de nouveau vers l'intérieur de la bâtisse, sans même vérifier que l'Écossais la suive. Tout à sa colère d'avoir été dupé, tenu à l'écart des confidences. Tout devient très flou pour Madame Claude, brumeux aussi. Nous entendons seulement sa poitrine frappée par la chamade de son cœur. Les pas de course sont mécaniques. Elle traverse un escalier, puis un couloir dans une obscurité totale. On y entend des voix. « Non, pitié, nous n'avons rien fait, pitié !» Et « Mort aux traîtres de la patrie !» Et enfin des coups de feu. Quand Madame Claude reprend connaissance, elle tient dans sa main un fil de fer autour de la gorge du père Rochereau. Un morceau de barbelé enfoncé en plein de sa gorge. La force de la jeune femme est telle que le corps du prêtre s'écroule au sol. Dehors, enfin, la petite Marie pénètre dans la cour en dansant et en sautillant. Elle porte la tête du docteur dans sa main, s'arrête au niveau des barbelés, aide le pauvre notable à se dégager, regarde la gigantesque araignée et dit « Ça suffit maintenant, couchez !»
et la créature monstrueuse lui obéit et se retire. Puis elle tend la main au notable et dit « Allons-y ensemble, d'accord ?» L'horreur vécue par M. de Jonzac a été trop forte. La douleur est trop intense. Il regarde la fille, puis autour de lui, puis son corps. Il réalise qu'il est plein de sang et qu'il lui manque des doigts. Il n'a jamais été aussi meurtri dans sa chair de toute sa vie. Il regarde la petite fille. Il ne sait pas qui elle est. Il ne la reconnaît pas. Il ne l'a jamais vue. Il pleurniche de peur et de douleur en disant « Je veux pas mourir. Non, je veux pas mourir. Je mérite pas ça. J'ai été un homme bon. Je ne veux pas mourir, petite. Allez, petite, aide-moi. » Il regarde son veston complètement déchiré. Il lève de nouveau les yeux vers la petite. « Mon enfant, aide-moi. Aide-moi à me sortir de là. Et me venger des responsables de cette situation. Et je ferai de toi une femme riche. Non, bien sûr. L'argent ne t'intéresse pas, je suis sûr. Aide-moi à me venger. Et je t'offrirai tout ce que tu veux. Même ma vie. » La petite fille soupire, dépose la tête du docteur au pied de M. de Jonzac et prend sa main pour l'amener jusqu'à la silhouette. « Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Everything is possible now. » Les balles sifflent autour d'eux. L'une d'entre elles transperce le bras du notable dans une gerbe de sang. L'autre lui arrache la moitié du cou, éclaboussant le visage de la petite fille qui sourit et s'écrie « Mathieu, Mathieu, regarde, nous sommes là !» La silhouette se retourne enfin et dit « Fantastique, Marie. Well done. Now, it's time for us to make a new world. A world without Monsieur de Jonzac. It will be better. » Le notable semble figé devant le visage de l'homme qui nous est caché. Mais ce dernier est révélé au notable. Et, comme une apparition angélique, il sourit, apaisé. Tout est fini maintenant, Monsieur de Jonzac. Tout est bien qui finit bien. Et tout ira bien. Nous nous retrouvons dans la salle commune du petit hôtel breton La Goélette. Le petit déjeuner est servi et sur la table le journal titre « Mutinerie à l'asile de Brest. Que s'est-il vraiment passé ? Où se trouve la petite Marie Desmoulins ?» Mais personne n'est là. Tout est silencieux. La vieille horloge sonne 7 heures du matin. Mais personne ne vient. Écran noir. Réalité 1. RIP. Madame Desmoulins, 1876-1921. Monsieur Desmoulins, 1875-1921. André et Armelle Desmoulins, 1916-1921. Gildas Desmoulins, 1901-1921. Loïc Desmoulins, 1899-1921. Émeric Clodard, 1898-1921. Sœur Marie-Hélène, 1902-1921. Dr Ernest Breca, 1874-1921. Dr Klaus Bergmann, 1879-1921. Pierre-André de Jonzac. Père Joseph Rochereau. Un chapitre important de notre enquête se clôt aujourd'hui. Il va nous falloir un peu de temps pour digérer toute cette hémoglobine et ces informations capitales. Prenons une petite pause. Une petite semaine fera l'affaire. À très bientôt d'ici là. Et puis bien sûr, prenez bien soin de vous. Et que la douce folie commence.